parce que malgré tout, elle n'est qu'à 6, mais comme on est par habitant, si vous mettez ça évidemment par rapport au nombre d'habitants, bah, la Chine devient médaille d'or. Hein, on retrouve un peu les Jeux Olympiques. Et les États-Unis ne sont pas très loin derrière. On dit que l'Inde va bientôt battre la Russie. À mon avis, le Japon, s'il abandonne aussi le nucléaire, va rejoindre aussi probablement sur le podium. En gros, à la médaille de bronze, on va en retrouver 3 bientôt. Et nous, vous voyez, là, on est 15e par rapport à ces pays riches là. Et on est, je vous ai mis ça ici, ça c'est l'Europe. Vous voyez, nous on est 66e au monde en fait, et on a 27e sur 36 en Europe. Et vous avez le Luxembourg en tête. Parce que là, il y a tous les pays, le Luxembourg, très très largement en avant. Vous voyez, bon, ils ne complexent pas quand même les Luxembourgeois, parce qu'ils viennent manifester la 4 en disant oh là là, le nucléaire, il faut l'arrêter tout, mais eux, qu'est-ce qu'ils nous balancent? Comme gaz carbonique, ça, ils s'en foutent complètement. Hein, derrière, vous avez l'Estonie, la Finlande, etc. Bon. Et nous, on est effectivement très loin. On a sauté une? Oui, voilà. Alors, là, on s'interrogeait effectivement, du coup, jusque-là, si vous voulez, ça se passait à peu près bien. Et puis on s'aperçoit que la pénurie d'énergie arrive, que l'énergie va augmenter, qu'il y a des réserves énormes que l'on n'exploite pas. Ça peut peut-être se faire au détriment de la protection de l'environnement, on ne sait pas. Est-ce que effectivement, on ne va pas, voilà, est-ce que ça va l'emporter toujours par rapport aux raisons économiques? On peut poser la question. Alors j'ai fait hier, j'ai fait aujourd'hui, on va voir un petit peu pour demain. Alors je vais passer rapidement donc, les sources d'énergie pour demain. Donc l'énergie éolienne d'abord. Alors vous savez, il y a offshore et onshore, c'est-à-dire que onshore je suis sur le sol et offshore je suis en mer. Donc évidemment c'est plus cher en offshore qu'en onshore, mais en fait on peut penser qu'il y a moins de nuisances en offshore, hein, bien que ce soit plus cher. Alors n'oubliez jamais non plus qu'on parle toujours là, de kilowatts installés et pas produits, hein, parce que le problème évidemment c'est qu'il n'y a pas toujours du vent, et donc il n'y a pas la source d'énergie, ben, elle ne produit pas toujours. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Hein, et donc on parle évidemment d'installer, parce que là, installer, on sait ce qu'on a installé, mais ce qu'on produit, ça, on ne sait pas toujours. Donc, onshore, offshore. Bon, pourquoi je vous dis que je préfère l'offshore, en particulier dans nos pays? Ben, parce que vous avez, on le sait bien, vous pensiez dessus, un certain nombre de nuisances. Et le rendement est faible, donc à cause de ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est la carte de France qui est là-bas. Alors oui, les zones rouges et violettes, c'est là où il y a le plus de vent. C'est-à-dire c'est là où il faut, à la rigueur, si on veut mettre des éoliennes, c'est là où on va avoir un rendement, bien que faible, mais malgré tout le plus fort qu'on puisse avoir en France. Et puis à côté, ben, vous regardez, on les a mis. Et ben, vous voyez que, voilà, comme ça rapporte de l'argent en région, évidemment, ben, les gens sont prêts, même si ça ne sert à rien, à mettre des éoliennes, même si le rendement est extrêmement faible. Alors oui, tout ce qui est la côte en haut, là, oui, bien sûr, Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, oui, bien sûr, Languedoc-Roussillon, oui, bien sûr, un peu Provence, la Côte d'Azur, à la cœur, mais là, il n'y en a pas beaucoup, parce que il y a quand même des gens qui pensent aussi à leur vie, mais vous avez des tas de régions, là, en particulier où il y en a le plus, où les rendements sont les plus bas. Alors, vous allez le voir, encore une fois, comme il va y avoir une pénurie d'énergie, mon discours, ne le prenez pas comme un discours négatif, c'est un discours critique pour toutes les sources d'énergie d'ailleurs, mais il n'est pas négatif. Je pense qu'il faut développer toutes les sources d'énergie, et pour ces sources intermittentes-là, il y a un combat pour lequel il faut se battre, et pour lequel on ne se bat pas aujourd'hui, dans aucun de ces grands barnums que l'on fait sur l'environnement, c'est de dire qu'il faut savoir stocker l'énergie à grande quantité. C'est-à-dire qu'il faut faire de la recherche technologique pour savoir stocker l'énergie. À partir de là, vous vous en foutez complètement que ce soit intermittent, parce que quand ça tourne, de toute façon, vous récupérez l'énergie. Et puis, bah, vous la ressortez quand vous voulez. Alors, moi, je cherche pas, je prends les chiffres, hein, c'est-à-dire, parce que si je disais comme ça, le rendement de l'éolienne est 20%, on me dirait, oh, vous exagérez, c'est bien plus que ça. Alors, bah, France Énergie Éolienne, de toute façon, c'est ce qui gère. L'éolien en France, hein, bah, vous voyez, 6640 MW installés. Donc, ça veut dire que si ça tourne à 100%, vous récupérez 58,16 TWh, hein, multiplié par le nombre de jours, etc. Bon. Et en réalité, vous voyez, en 2011, ça fait 11,9. Et bien, ça fait 20%. Hein.
Donc il y a 20% de rendement, c'est-à-dire que sur toute l'année, il n'y a qu'une éolienne sur 5 qui fournit l'électricité. Alors, en revanche, vous pouvez développer l'éolien, c'est le raisonnement qu'ont fait jusque-là les Danois. Si vous voulez développer du gaz, ça ne fait pas très bien aujourd'hui de dire je vais développer des centrales à gaz. Alors vous dites, je vais faire de l'éolien. Alors tout le monde dit, c'est formidable, c'est écologique et tout. Ah ben oui, mais comme c'est intermittent, évidemment, si ça devient une source d'énergie importante, il faut que vous en ayez une autre à côté qui démarre si l'éolienne s'arrête. Et la seule source qui est capable de faire ça très vite, c'est le gaz. Donc, vous installez du gaz. Vous voyez, en France, on est en train d'installer, on n'en parle jamais, mais 11 700 MW de gaz, justement parce qu'on veut développer le programme éolien. C'est aussi pour fermer quelques vieilles centrales à charbon, mais elles ne font pas le poids par rapport à ça. Hein. Donc, vous avez le bilan total, vous voyez, entre ce qu'on appelle le thermique classique aujourd'hui, vous voyez que le renouvelable, en installé, encore une fois, hein, est plus fort que le thermique classique, et on a 11 701 MW en construction. Alors, je parlais des Danois tout à l'heure, parce que je vous montrerai notre record de consommation le 8 février dernier, quand il a fait si froid. Bon, ici, vous ne pouvez pas savoir, parce qu'ici, il a fait doux comme d'habitude, mais il y a des régions qui ont souffert. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans le Cotentin. Et donc, on a importé de l'électricité, évidemment. Et d'habitude, c'était les Allemands, et là, les Allemands, ils avaient autant mal que nous. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Danois ont un très fort programme éolien, ce qui veut dire qu'ils ont aussi beaucoup de centrales à gaz. Normalement, les centrales à gaz, elles ne tournent que si les éoliennes ne tournent pas. Et là, ce soir-là, les éoliennes, elles tournaient, chic, hop, on met tout de suite en route nos centrales à gaz et on vend à 240, c'est-à-dire à 5 fois le prix ou 6 fois le prix que d'habitude, du kilowattheure au pays qui en manque. Donc, vous voyez, c'est quand même assez génial du coup d'installer de l'éolien, ça permet aussi de faire autant de gaz. Alors, presse de la Manche, moi je lis la presse de la Manche comme vous, et un jour je lis ça, Greenpeace France, 2000 éoliennes peuvent remplacer un réacteur EPR. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, déjà, il faut se rendre compte que ça fait 2000 éoliennes, comme déjà, quand vous en voyez 10. Hein. Donc là, c'est 2000. Hein. 2000 éoliennes de 5 MW fournissent la même puissance électrique qu'un réacteur EPR. Mais alors, le coût, évidemment, alors, déjà, on discute, on dit, l'EPR est bien cher, mais là, le coût, c'est entre 20 milliards et 30 milliards d'euros, quand même, à comparer aux 6 milliards. Et puis, beaucoup plus de tonnes de béton aussi. Hein. Il y a 1 million de tonnes pour l'EPR, et là, on est entre 4 et 10. Ces fameuses tonnes de béton qu'on ne voit jamais parce qu'elles sont enterrées, mais elles sont là quand même. Hein. Alors, ça, c'est des photos d'emploi, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être à Sartreville. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'éolien? Alors, vous voyez, dans un livre dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai fait avec un journaliste l'année dernière, on a dit, on en met partout où on peut en mettre. On ne discute pas. Voilà, on couvre la planète d'éoliennes, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme énergie? Un grand maximum, si vous faites ça, c'est 3 gigatèmes. C'est considérable par rapport à ce qu'aujourd'hui, hein, mais on ne pourra pas faire plus de toute façon. Donc, on va retenir ce chiffre-là pour la suite. Alors, ça fait 6 millions d'éoliennes, hein, donc, mais on ne discute pas, hein, mais ça fait quand même... Bon, ça fait une surface mondiale occupée qui n'est pas si énorme que ça, hein, 10 fois celle de la France. Bon, c'est pas si terrible, mais quand même. Alors, vous avez l'énergie hydraulique. Il faut savoir que l'énergie hydraulique, encore aujourd'hui, bien que le charbon fasse beaucoup de morts, c'est quand même l'énergie hydraulique qui fait le plus de morts hein, par kilowattheure fourni. Bon, le plus proche de nous, c'était 1963, donc en Italie, et plus récemment, 15 000 morts quand même en Inde. Et puis, les plus anciens, ils se souviennent probablement du barrage de Malpasek à cédé, hein, c'est un mercredi soir, à 21h13, et qui a dévalé sur la ville de Fréjus et qui a englouti la ville, comme on voit. Il y a eu 423 morts. Alors, là, c'est facile aussi. Hein. Vous noyez tout ce que vous pouvez noyer. Vous avez un facteur 6 par rapport aujourd'hui. On est à 1,5 gigatèmes. Ça, c'est le barrage des Trois Gorges, donc en Chine. Il y a eu quand même plus d'1 million de personnes déplacées, quand même 10 villes et 1000 villages. Alors, évidemment, des fois, dans les conférences, les gens disent aux amis, mais c'est rien pour eux, 1 million de personnes, ils sont tellement nombreux. C'est rien, c'est quand même 1 million de personnes. Géothermie. Alors, géothermie, bon, évidemment, les pompes à chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer au maximum. Ça reste relativement individuel, c'est pas facile à exploiter à grande échelle. On peut aussi faire de l'électricité, mais pour l'instant, c'est pas tellement développé. Et on peut penser donc qu'effectivement, on peut arriver à 1 gigatème par an d'ici 2050.
N'oubliez pas que 2050, c'est pas éloigné que ça. C'est comme si on était en 1974 par rapport à aujourd'hui. Hein. Donc, bon, c'est pas. Voilà, c'était demain. Quoi, hein. L'énergie solaire. L'énergie solaire, vous avez plusieurs rubriques. La conversion thermique, on va en parler. Ça aussi, il faut développer ça au maximum. Hein. La conversion thermodynamique, il faut sûrement s'y mettre, mais c'est quand même très cher, c'est pas très facile. Et puis vous avez la conversion photovoltaïque dont on vous parle beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, on n'a pas trop, on sait pas trop quoi faire sur la conversion thermodynamique, donc on ne sait pas avancer. On pense que même dans 40 ans, ça sera encore quelque chose qui sera à regarder, même si on a quelques prototypes. En revanche, les chauffe-eau solaires, on peut encourager les gens à mettre des chauffe-eau, en particulier dans les pays où il y a du soleil, mais ici, avec le microclimat qu'on a aussi, hein, il n'y a pas de problème. Et la conversion photovoltaïque. Et on arrive à 3 gigatètres. 3 gigatètres, ça veut dire que vous en avez un pour les chauffe-eau et vous en avez 2 pour les photovoltaïques. Et si vous faites 2 gigatètres de photovoltaïque, vous avez épuisé. Je vous ai dit que ce n'était pas forcément un exercice ni écologique ni économique hein, qu'on faisait. C'était pour regarder où on allait. Et vous avez épuisé tous les métaux rares, tous les terres rares, etc., tous les métaux rares avec lesquels on fabrique les cellules. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Donc voilà les chauffe-eau solaires, ça illustre ça. Alors, pareil, les rendements, on dit si je donne un chiffre, on va dire, bah oui, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Bah, c'est pas difficile. D'ailleurs, un exercice que je donne à mes élèves quand je leur parle d'énergie, tiens, allez, vous allez me calculer ça. Vous voyez, dans le journal Métro, j'avais lu ça. La plus grande centrale solaire, vous l'avez ici, là, de France, va être construite à Curban. Elle produira 43,5 millions de kilowattheures, donc, et elle a une puissance installée de 33 mégawatts. Eh bien, vous faites le calcul, pour le refaire chez vous, être reposé si vous voulez, on trouve 15%. Voilà, donc le rendement, c'est 15%. Hein. Alors j'ai mis jusqu'à quand, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est évidemment ultra subventionné. Ça va peut-être pas durer aussi longtemps que les contributions, comme disait ma grand-mère, mais voilà. Hein, alors évidemment, on sait où il faut les mettre, les panneaux photovoltaïques. Hein, bah, c'est là où il y a du soleil. L'année dernière, j'ai été récompensé par ce qu'on appelle le prix d'impertinence 2011. Je ne sais pas si ça va bien, mais bon. Et en fait, pour un article où j'avais dit qu'il fallait mettre des panneaux photovoltaïques là où il y avait du soleil et qu'il fallait installer des éoliennes où il y avait du vent. Alors, je dis, je ne vois pas trop où est l'impertinence, c'est plutôt du bon sens, sauf si la définition d'impertinence devient que vous tenez un langage non écologico-politico-correct. Alors, auquel cas, oui, effectivement, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est dans le vert qu'on met les panneaux photovoltaïques. Hein. Bon. Alors, ne pas oublier, alors oui, énergie solaire, c'est les pompes à chaleur. Quand vous installez comme ça, là, ben ça, c'est pas de la géothermie, hein, désolé, mais ça, c'est de l'énergie solaire que vous récupérez. Hein. Mais bon, on ne va pas chicaner, parce que la géothermie, voilà, vous auriez le truc, voilà, ça oui. Mais l'autre, non. Hein. Et, bon, on est en énergie solaire. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas insister. Je sais que je peux manger un peu le temps que Mme Mirac est pas là, donc voilà. J'en profite. C'est surtout que le jour, ma question m'a dit, mais il n'y a pas assez de trucs, là. Je dis, oh, je vais m'en rajouter. Hein. Donc, alors, biomasse. Alors, il y a biomasse chaleur, biomasse transport. Vous voyez que déjà en 2000, la biomasse était quand même 10%, donc aujourd'hui encore on peut dire 10%, parce qu'en somme c'est la combustion de tout, le bois, paille, etc., ordures ménagères. Hein. Quand on dit on pourrait brûler nos déchets, ça nous fait de l'énergie, ben c'est déjà fait. Hein. C'est responsable, vous voyez, ça c'est les asphyxies, malheureusement, j'ai vérifié ces chiffres 2 fois, et c'est vrai, dans les pays en voie de développement, 1500 morts par jour, donc, mais c'est très très utilisé. Et puis alors à côté, vous avez les biocarburants. Alors les biocarburants, vous entendez nos ministres qui disent « Ah, voyez, ça c'est écologique quand même. Hein. » Parce que vous voyez, la plante, tout le temps qu'elle pousse, elle absorbe du CO2. Le jour où on la brûle, elle relâche son CO2, et donc bilan nul. Oui et non. Hein. Parce que vous voyez, il faut produire les végétaux, il faut mettre du carburant dans le tracteur, il faut fabriquer des engrais, il faut purifier le produit de la culture, il faut distiller, si c'est la filière alcool, donc tout ça évidemment. Ça demande de l'énergie. Hein, moi je dis à celui qui veut se chauffer au bois, d'ailleurs il a tout à fait raison, pour une famille française il faut 5 hectares de forêt. Pour soi, hein, uniquement, hein, pour sa famille. Hein.
5 hectares de forêt, de façon à ce que je coupe un arbre, et puis la plante va pousser avant que je le recoupe. Bon. Et puis évidemment, j'utilise la hache, hein, parce que voilà, puis je trimballe avec ma brouette. Et puis là, oui, là, à ce moment-là, j'ai un bilan nul. Oui. Mais qui fait ça, hein? Alors vous voyez, en France, si on voulait remplacer simplement la moitié du pétrole utilisé pour les transports, ben, c'est des surfaces minimales, c'est pas comme les éoliennes de tout à l'heure, là c'est la surface cultivable. Hein. Donc j'ai écrit, parce que je fais aussi des chroniques pour la prix, il y en avait une que j'avais intitulée « On connaissait boire ou conduire, il faut choisir, il va falloir s'habituer à manger ou rouler, il faut trancher ». Et ça a été repris peu de temps après par Chemelut, vous voyez dans son dessin, et les enfants, ils ont faim, ils disent bah, après savoir, aujourd'hui on avait une seule voiture. Donc, 25 fois la surface, on peut monter à 4 gigatep à la rigueur, mais vous voyez que 25 fois la surface de la France de terre cultivable, c'est quand même énorme. Alors bien sûr, il y a l'hydrogène, mais l'hydrogène, bah, vous le savez comme moi, vous voyez, Jules Verne déjà à l'époque, là, il y avait tout dedans. On peut plutôt le considérer comme en gros une réserve d'énergie parce que bah, c'est l'élément le plus abondant, c'est vrai dans l'univers, c'est vrai, puisque c'est le premier, c'est le plus abondant, mais il existe que sous forme combinée, c'est-à-dire que bah, il faut aller rechercher et tout ça, ça me demande évidemment de l'énergie. Alors, on ne va pas aller rechercher à partir des énergies fossiles aujourd'hui, on peut le faire, mais je veux dire, on aurait pu le faire aujourd'hui quand même, on va essayer d'éliminer les énergies fossiles, donc c'est uniquement par décomposition de l'eau, essentiellement donc par électrolyse. Et si vous voulez poser de combustibles fossiles, c'est l'éolien ou du nucléaire. Alors, l'énergie des mers, on va en reparler tout à l'heure, je ne vais pas dire grand-chose sur les énergies marines renouvelables, ça va être tout à l'heure, mais je n'ai pas de critique là-dessus, il faut tout développer. Le problème, c'est de savoir, voilà un petit peu tout, parce qu'il y a des tas de prototypes, et peut-être maximal, on pense, à 1 gigatep en 2050. Alors, le fossile, quand même, il est là, il existe. Alors, il y a une chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'en fait, une ville d'1 million d'habitants, vous voyez, elle utilise 1 gigawatt électrique, puissance. Eh bien, il y a que le thermique qui peut vous fournir ça, malheureusement, sur une surface limitée. Hein. Le thermique, ben, il est classique ou il est nucléaire, c'est-à-dire que ben, voilà, vous faites de la vapeur. Alors, on s'est beaucoup, avec Saint-Jacob, on s'est beaucoup posé la question, on est à 2,7, on s'est dit qu'il faut mettre le moins possible, il faut mettre 0. Bah oui, mais il faut mettre 0, mais par rapport aux besoins dans l'avenir, on ne peut pas, quoi. Alors, on a dit, bah, on va quand même augmenter modérément, on est passé à 4. Ça, c'est ce qu'on pense, hein, je veux dire, voilà, on peut en discuter. Même chose pour chaleur et transport, on fait 5-6 aujourd'hui, on peut penser que ça sera vite. Vous voyez qu'en pourcentage, c'est quand même, on a fait de gros efforts par rapport à aujourd'hui. L'énergie musculaire, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, et il reste l'énergie nucléaire dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est en fait la seule énergie qui est issue du sol et qui ne met pas de gaz à effet de serre. Les réserves, alors ça dépend évidemment du coût. Vous voyez de tout pour les réserves, mais ça dépend du prix que vous mettez évidemment pour le kilo d'uranium. Jusqu'à un prix relativement raisonnable, on peut penser que les réserves sont de 4 siècles. Sans oublier, j'ai travaillé là-dessus, moi, dans le laboratoire de recherche que j'ai dirigé pendant 20 ans, avant de prendre ma retraite. On peut extraire l'uranium de l'eau de mer. Il y en a 1000 fois plus dans l'eau de mer que dans l'écorce terrestre. Hein. Et c'est le deuxième élément en abondance derrière le molybdène. Donc bien avant tous les autres, les fer, les nickel, les cuivres, tout ce que vous voulez, là, bien avant tout ça. Alors évidemment, contrairement aux autres sources d'énergie, vous le savez, la technologie à mettre en œuvre pour l'exploiter est lourde. C'est-à-dire que si j'ai du bois, si j'ai du charbon, si j'ai du gaz, ça brûle. J'ai l'énergie tout de suite. C'est pas parce que j'ai un bloc de pêche-laine que je vais pouvoir avoir de l'électricité comme ça. Alors, pourquoi ça marche? Ben, tout simplement parce qu'en revanche, évidemment, ça n'est plus de l'énergie chimique comme les autres, c'est de l'énergie nucléaire, et qu'entre l'atome et le noyau, entre le chimique et le nucléaire, vous avez un facteur, en gros, 1 million. Et là, quand vous regardez le pouvoir énergétique par unité de masse, vous avez évidemment 2 millions de fois plus. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc la France, il y a 10 filières dans le monde, mais c'est le réacteur pressurisé de la France chez nous qui est celui qu'on utilise le plus dans le monde, vous voyez, à 65%. Le prochain, alors ça c'est le réacteur de demain, donc c'est le l'EPR, donc que vous avez en construction ici.
Vous avez les réacteurs d'après-demain qui sont les réacteurs à fission, et ceux qui sont en rouge, là, qui ont le mot fast, veut dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle des réacteurs donc surgénérateurs, un peu d'ailleurs comme l'était Superphénix. Et ces filières donc fast, c'est-à-dire à neutrons rapides, là font passer les réserves à plusieurs dizaines de siècles, évidemment, puisqu'on récupère du combustible au fur et à mesure où on le brûle. Alors, la France, en fait, en dehors, évidemment, de celui qu'elle connaît bien, qui est celui à sodium, elle a dit qu'elle était prête à miser beaucoup sur celui-ci, qui est le réacteur à très haute température. Et je trouve que c'est très intelligent, parce que ce réacteur à haute température, c'est celui qui permet, en fait, de faire de l'hydrogène. Pour récupérer de l'hydrogène, à partir de l'eau, il faut des hautes températures. Vous voyez, il faut 900 degrés. C'est ce que vous avez ici. Je sais comment ça va, c'est le petit vidéo du côté. Voilà, oui, vous voyez. Et c'est un réacteur qui monte à 1000 degrés. Donc c'est le seul qui nous permettrait effectivement de faire de l'hydrogène. Et donc c'est un des réacteurs d'avenir, bien évidemment. Et puis vous avez après-demain, alors c'est la fusion, c'est plus de la fission, c'est de la fusion. C'est le projet ITER, vous savez qu'on a à Cadarache. Alors j'ai marqué le prototype et je me suis fait engueuler par les gens du CEA qui m'ont dit mais il ne faut même pas marquer prototype, c'est même pas un prototype, on n'en est même pas un prototype. C'est un réacteur, un outil qui doit montrer la faisabilité industrielle. Alors je dis, moi je veux bien, mais là quand vous marquez production d'électricité sur un truc qui n'est même pas un prototype, à ce moment-là c'est un peu fort. Ça. Bon. Et alors c'est vrai que, bon, on développe ça parce qu'on dit source d'énergie inépuisable, parce que bon, c'est ce qu'on récupère effectivement dans l'eau de mer avec le deutérium. La technologie est encore plus lourde que pour la fission, mais bon, c'est vrai qu'avec les réacteurs de 4e génération, on aura aussi une source d'énergie inépuisable. On va y avoir un peu un combat là, mais comme il faut tout essayer, je pense qu'il faut tout encourager. Alors, quand on fait un bilan, vous voyez,